Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, la nouvelle, vous la connaissez tous, je suppose, si vous êtes sur mon groupe Telegram, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, le Bitcoin qui a cassé le niveau, le fameux niveau des 20 000. Et ce qui est impressionnant, hein, je ne sais pas si vous avez vu le truc à court terme, mais vous voyez, à court terme, en fait, la cassure, elle s'est faite one shot. Regardez ici, on est sur 20 300 et on a cassé one shot. Et regardez, les volumes ici sont juste impressionnant. Les volumes sont impressionnants. Et puis, bien évidemment, bon, là, ça se tasse. Et clairement, on est à un moment charnière. C'est-à-dire, pour moi, bon, pour moi, c'est très négatif, hein, mais je vous le dis depuis pas mal de temps. Maintenant, clairement, on a cassé cette moyenne mobile. Et enfin, le truc, c'est qu'il faut que ça se maintienne sous les 20 000. D'accord? Si le marché repart au-dessus des 20 000, parce qu'encore une fois, le niveau stratégique, c'est 20 000. Il y a énormément de stops sur ce niveau. Il y a énormément de liquidations sous ce niveau. Donc, il va falloir être, pour ceux qui sont sur les cryptos, très, très prudent. Si le marché ne repasse pas au-dessus des 20 000 rapidement, ça veut dire, alors aujourd'hui, encore une fois, on est samedi, demain dimanche, il y a de la liquidité, mais pas trop. Quand la cassure s'est faite, les États-Unis dormaient, hein, les Américains dormaient. Donc voilà, on va voir un peu ce qui va se passer. Ça repasse au-dessus des 20 000, voilà, c'est une fausse arnaque. On a chassé des stops, mais le danger n'est pas encore là. Ça se maintient sous les 20 000, ça casse les 19 000, les 18 000, voilà, les 17 500, hein, finalement les précédents niveaux. Et là, ça pue. Et même logique avec l'Ethereum. Regardez ici, on est sur le niveau des 1000. Alors clairement, hein, l'Ethereum s'effondre, hein, depuis les plus hauts. On perd environ 79%, les amis. C'est du délire. On est en train de vivre un vrai délire. Le Bitcoin perd 74% de sa valeur. Vous imaginez, le truc était à 67 000. Et là, on est, voilà, même sur les plus hauts, on était à 68 500, plus haut, 69 000. 69 000. Et là, ça vaut 19 200, c'est-à-dire que ça a perdu 72% de sa valeur depuis les plus hauts. Et voilà, moi, pour moi, encore une fois, bon, je pense que j'ai eu ce discours de prudence depuis pas mal de temps. Ça m'a coûté quelques petits mots sympathiques, mais je m'en fiche. Moi, encore une fois, le plus important, c'est vraiment d'être super prudent. Vous devez être super prudent dans ce contexte. 2021, j'étais très mal à l'aise par rapport à la folie, par rapport à l'exubérance, parce que pour moi, encore une fois, bah, c'était malsain. 2021, c'était malsain. Et je l'ai répété à plusieurs reprises. On est en bulle, c'est pas logique, c'est pas. Maintenant, voilà, il y avait des moments où clairement le marché était haussier, on pouvait pas se battre contre le marché. Mais quand on a commencé à se retourner ici, et on a commencé à casser, hein, la moyenne mobile, et voilà, le décembre, et pour moi, le S&P, le Nasdaq, ont commencé à se retourner. Beaucoup ont pensé que les cryptos allaient représenter une valeur refuge et au final, les cryptos n'ont pas joué le rôle de valeur refuge. Et vous voyez le Wall Street Journal qui titre sur ça, le Bitcoin baisse sous les 20 000 dollars. Il perd 72% depuis les plus hauts en novembre. On parle également et il y a un point de vue qui est intéressant, c'est est-ce que finalement, parce que c'est 72%, et je vous l'avais déjà dit, hein, récemment, beaucoup de particuliers, de bons pères de famille ont commencé à investir dans les cryptos en 2021 parce qu'ils se sont dit, voilà, on va pas rater ça. C'est pas un truc que pour les petits jeunes, c'est pour nous aussi. Et donc, beaucoup de gens se sont mis à investir, hein, sur les cryptos. Vous avez même des chaînes business qui ont créé des chaînes sur les cryptos. En fait, on a eu un vrai engouement autour des cryptos, autour de l'innovation que ça représente, etc. Et le problème, c'est que encore une fois, on a confondu innovation et j'aime beaucoup faire le parallèle avec la bulle technologique des valeurs technologiques, la bulle des valeurs technologiques de 2000. C'est que le discours est le même. Beaucoup de gens vous disent, vous expliquent que ça va révolutionner le monde, que c'est le futur de la monnaie, que ceci, que cela. Et en fait, les mêmes discours étaient tenus à l'époque.
ça n'a pas empêché le Nasdaq de perdre 85% de sa valeur et encore une fois, les gens ont la mémoire courte. Et il faut vraiment comprendre que quand il y a un engouement aussi important, souvent il y a un revers de la médaille. L'argent gratuit n'existe pas. Et beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Et donc le problème, c'est que la crise actuelle, clairement, elle va détourner beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes des cryptos. Alors bien évidemment, il y a deux thèses. Première thèse, c'est un gros hiver des cryptos qu'on est en train de vivre. Ça va encore baisser, ça peut effectivement perdre encore beaucoup de valeur, mais il y aura un autre bull market, d'accord? Et dans ce cas, clairement, on sera face à des opportunités historiques, d'accord? Si le Bitcoin il baisse encore à 5 000 $ ou à 10 000 $, ouais, il y aura des opportunités historiques. Alors bien évidemment, il ne faut pas se précipiter parce que je vois beaucoup de gens, mais il faut quand même avoir un retour hein, de momentum, hein. Je me rappelle et je vais vous montrer un petit peu comment moi j'avais vu la crise de 2017. Vous voyez ici en 2017 hein, le Bitcoin qui s'était effondré et on avait eu voilà, une grosse baisse du Bitcoin, d'accord, qui a atteint même le niveau des 3000, hein. Il est passé de ouais, presque 20 000 à 3000, d'accord? Et puis là, on est en 2018. Donc on est bien d'accord qu'on a démarré en 2017. Donc 2018, une année après, hein. Ensuite, le marché a commencé à se stabiliser jusqu'en avril 2019. Mais regardez ici la consolidation. Elle est juste énorme. Grosse consolidation, le marché qui ne faut rien pendant pas mal de temps. Avril 2017, 19. Donc décembre, avril 2019. Donc il a fallu attendre 1 an, 4 mois pour avoir cette cassure. Là, ça devenait hyper intéressant. Puis on a eu une grosse consolidation. Puis là, on a eu la crise du Covid, d'accord? Et puis, le marché, voilà, a bien consolidé. Et la vraie reprise, elle a eu lieu là, en novembre 2020. Donc si, parce que pour moi, ça, c'est un gros range. Alors bien évidemment, il y a des gens qui vont accumuler, mais très bien. Mais le vrai départ, il a lieu là. D'accord? Le vrai départ, il a lieu là, quand ça valait environ 10 000, etc. Et donc, ça veut dire entre 2017, donc 2018, 2019, 2020, on est à presque 3 ans. D'accord? 3 ans, il a fallu attendre 3 ans pour avoir un vrai retour. Maintenant, bien évidemment, il y a des gens, mais là, c'est vraiment les gens qui croient, moi, je fais pas partie des gens qui sont, voilà, moi, je veux des preuves, je veux des signaux de retournement, je veux des volumes, voilà, je veux des confirmations. Je veux pas acheter parce que, voilà, parce que j'ai pas voilà, je suis pas comme certains, d'accord? Moi, c'est pas mon style. Et donc, vraiment, ce que j'ai envie de dire à beaucoup de gens qui s'y intéressent, c'est attendez d'avoir de vrais signaux de retournement avant de vous positionner. Sinon, ne faites rien parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'il y a tellement de flou qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et le truc, c'est que beaucoup de gens vont justement, on a eu 2017, beaucoup de gens se sont détournés de la crypto, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent, donc il y a eu des traumatismes. Ensuite, on a eu un engouement, je pense, encore plus important qu'en 2017. C'était bien plus important. C'était encore plus fou. Et donc là, je pense qu'il y a les traumatismes sont bien présents et on ne se remet pas d'un traumatisme très rapidement. Ou alors, il faut vraiment des circonstances exceptionnelles. Et puisqu'on est en plus en train de vivre un marché baissier sur les actions, parce qu'en 2017, ouais, on ne peut pas dire qu'il y avait un marché baissier sur les actions. Les actions ont continué de monter, même si voilà, il y a eu des corrections, mais ça, c'est resté haussier. Donc c'était limité. Là, on a un marché baissier sur les actions. On a un marché baissier sur les matières premières, le gold n'est pas top. Et je dis bien les matières premières, je parle de ce qui s'est passé récemment. Donc on voit bien que le marché est bizarre. Et les cryptos représentaient 3 000 milliards de dollars il y a quelques mois, en novembre. Aujourd'hui, c'est 840 milliards de dollars, c'est-à-dire que 2,2 milliards 2200 milliards de dollars
volatilisé. Vous imaginez la destruction de richesses sur les cryptos en quelques mois, c'est juste énorme. Et je ne parle pas du marché des actions également. On a également beaucoup de problèmes et ça va être un moment difficile à gérer parce que on parle de crypto winter, c'est-à-dire l'hiver des cryptos. On a le prêteur en crypto, Babel Finance, qui a dit qu'il suspendait tous les retraits, etc., de tous ces produits. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes de liquidité. On a également Celsius qui n'a toujours pas autorisé ses clients à retirer des fonds. Donc, c'est des signaux très, très, très négatifs pour le monde des cryptos. Ça veut dire ils ne sont pas capables d'assurer ce genre de crise. D'accord? Alors, bien évidemment, encore une fois, ça ne veut rien dire à long terme, mais à court terme, oui. D'accord? Et enfin, pourquoi ça se casse la figure? Bon, bien évidemment, l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent et puis les marchés financiers qui baissent. Donc, les cryptos sont en train également de souffrir du fait de cette conjoncture très bizarre. Mais aujourd'hui, on est en train de reprocher à Elon Musk d'avoir provoqué et accentué la bulle et d'avoir provoqué la faillite de nombreux particuliers. Oui, Elon Musk est poursuivi en justice, ou du moins il y a des actions en justice à son égard. On accuse Elon Musk d'avoir organisé une pyramide de Ponzi sur le Dogecoin. Vous imaginez? Et c'est du sérieux, les amis. Donc, il est poursuivi pour un montant de 258 milliards de dollars. On sait que le mec, on connaît sa fortune. Voilà, la fortune de Elon Musk, elle est de 206 milliards de dollars. Et le mec, cette année, il a juste perdu 64 milliards de dollars. Mais là, c'est chaud ce qui est en train de se passer. C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et donc, vous avez Kate Johnson, un Américain, qui poursuit Elon Musk et il explique que sa boîte constituait une sorte de racket illégale et que Elon Musk aurait gonflé le prix du Dogecoin. Et on sait que Elon Musk a joué avec le feu. Elon Musk a joué avec le feu. Alors bien évidemment, c'est l'homme le plus riche au monde, il est puissant, il a tous les avocats qu'on veut. Mais rappelez-vous, regardez mes vidéos d'il y a 1 an où je vous disais je ne comprends pas ce que fait Elon Musk. Et c'est incroyable parce que j'ai revu la vidéo tout à l'heure et je disais, en fait, si le Dogecoin baisse, les gens vont se retourner contre Elon Musk parce qu'il a fait une connerie. Il a commis une connerie en menant finalement les gens à l'abattoir parce que les gens l'ont suivi. Les gens, ils pensaient que Elon Musk, c'était Dieu et qu'il allait leur dire ce qui allait se passer, qu'il allait leur faire gagner de l'argent comme ça. Non, Elon Musk, c'est pas un saint. Et moi-même, je suis pas un saint et personne n'est un saint. Voilà, mais Elon Musk a fait perdre de l'argent aux gens en leur disant le Dogecoin, c'est génial, etc. Et donc, l'angle d'attaque de Kate Johnson, c'est de dire, on nous a fait croire que le Dogecoin avait de la valeur, que c'était un investissement légitime, alors que le Dogecoin n'a pas de valeur. Alors, quel est l'angle d'attaque? C'est il dit, voilà, moi je représente des gens qui ont perdu de l'argent avec le Dogecoin depuis avril 2019. Ils demandent 86 milliards de dollars de dommages et intérêts, et le triple pour les dommages, 172 milliards de dollars, et également de bloquer Elon Musk et ses boîtes et les empêcher de faire la promotion du Dogecoin et de déclarer que le Dogecoin constitue le casino, c'est-à-dire effectivement, voilà, c'est comme des paris sous la loi américaine. Bien évidemment, notre ami Elon Musk n'a pas répondu et bien évidemment, il a raison. Mais ça montre un peu la situation dans laquelle on est. Et c'est vrai que Elon Musk, sur la partie Dogecoin, et moi je le disais l'année dernière, je le disais, je ne comprends pas GameStop. En fait, il s'amusait. Elon Musk s'amusait. Et moi, mon discours, hein, et rappelez-vous ce que je disais l'année dernière, mon discours était très simple. C'était, tu ne t'amuses pas avec ça parce que finalement, les gens, tu les mènes à l'abattoir. Moi-même, je suis très, très prudent quand je fais mes analyses, quand je vous dis ce que je pense, etc. Et je vous dis, voilà, ce ne sont pas des conseils financiers. Et puis, j'essaie d'être toujours mesuré, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de têtes brûlées, il y a beaucoup de gens, il suffit juste de leur dire un truc, ça y est, ils y vont, ils font n'importe quoi. Et Elon Musk,
vu que c'est le plus grand influenceur financier au monde, bah, il doit encore plus mesurer ses propos que n'importe quelle autre personne. C'est-à-dire que il a une responsabilité au sens où des gens croient dans Elon Musk et sont influencés par ce monsieur. Et c'est intéressant parce que on a des gens comme Peter Thiel, alors que c'est un milliardaire américain très influent, etc. Et Peter Thiel a insulté publiquement Warren Buffett, le traitant de sociopathe, de grand-père sociopathe, d'ennemi numéro un du Bitcoin, hein, parce que bon, voilà, Warren Buffett a dit, moi, je touche pas au Bitcoin, etc. Et on a eu effectivement, il y a eu une grosse réunion et les attaques étaient quand même très, très, très sévères. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, il y avait un manque de respect, il y avait une sorte d'arrogance, hein, à l'égard de gens, ben, je sais pas, comme Warren Buffett. Qu'est-ce qu'il a fait à Peter Thiel? Je sais pas, moi je connais pas, je suis pas leur pote, mais c'était trop, c'était devenu excessif. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de payer les prix de ces excès de l'année 2021, etc. Et encore une fois, toute industrie met du temps à se construire, à se bâtir, à apporter de la valeur, etc. Et en 2021, on a vu qu'il y avait beaucoup de vent, il y a beaucoup de rigolos, beaucoup de gens qui sont sortis de nulle part, beaucoup de petits gamins, ils sont devenus milliardaires. Je dis pas millionnaires, milliardaires, les mecs. Et tu dis: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé?» Même moi, je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi?» C'est quelle est la grosse révolution, mondiale, voilà, à l'échelle de l'humanité? Tu sais, en fait, il s'est rien passé, quoi. Alors oui, il y a des projets intéressants, oui, mais de là à avoir un truc qui prend 3 000 milliards de capital, c'est énorme. Donc moi, je reste sur mon idée de départ. L'innovation est intéressante, d'accord. Je veux pas non plus être, voilà, genre, je fais pas partie des fans, mais quelle que soit je m'en fiche. Je vous l'avais déjà dit, je vous avais déjà dit, je fais pas de politique, je fais pas de genre, ouais, ça va révolutionner le monde, ça va changer la vie, c'est le futur. Ok, super, très bien. Si ça te fait plaisir, génial, je m'en fiche. Moi, encore une fois, c'est est-ce que je peux protéger mon argent? Est-ce que je peux faire fructifier mon argent? Et comment le faire de manière sécurisée, etc., etc. C'est comme ça que moi, c'est mon raisonnement. On peut le partager, ne pas le partager. Chacun est libre. Mais ce sont des phénomènes de mode. Et que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les marchés des actions, que ce soit voilà, dans, je sais pas moi, la musique, il y a des modes. Il y a des gens qui sont à un certain moment au sommet, qui ensuite passent au second plan. Moi, peut-être qu'un jour, je serai complètement largué, puis il y aura d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? On passe, c'est la vie, c'est comme ça. Et on est de passage, il y a des modes. Et nous, notre but, c'est de comprendre que rien n'est éternel, qu'une action, et un exemple que j'ai montré à mes étudiants récemment, c'est que les meilleures actions des années 2010, les actions qui performaient le mieux dans les années 2000 ont été les moins bons performeurs dans les années 2010. Intéressant. C'est-à-dire les actions qui cartonnaient, qui avaient des super performances annuelles dans les années 2000, ben, se sont révélées être les moins bonnes performances ou les actions qui performaient le moins bien dans les années 2010. Donc, encore une fois, il y a des cycles. Et donc, idem pour les cryptos. Aujourd'hui, ça baisse, peut-être que demain, ça va monter. Mais durant cette baisse, je peux vous dire que beaucoup de particuliers sont en train de morfler parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, et parce qu'on leur avait vendu du rêve et l'opportunité d'une vie, et que tous ceux qui leur ont promis l'opportunité d'une vie, bah, ils ne seront pas là. Et donc, moi, je préfère garder mon discours de prudence que j'ai toujours eu, hein, qu'on m'a reproché très souvent, mais parce que c'est un discours de, voilà, de sagesse, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est capable de mesurer le risque, qui maîtrise son domaine. Ok, allez, je vais faire des cryptos, ou je vais faire des actions, ou je vais faire du trading, ou je vais faire de l'immobilier, mais je maîtrise mon domaine, je connais mon risque, je sais ce que... Et ça fait partie du jeu, hein. Aucun domaine n'est sûr à 100%. Aucun domaine, il n'y a aucune certitude. Quel que soit le domaine,
tu as des chances de te planter. Mais à un certain moment, il faut l'accepter, d'accord? Sinon, tu ne fais rien dans la vie. Mais il y a des gens, ils sont pas prêts à ça. Ils sont pas prêts. Ils ont acheté les cryptos, d'ailleurs, encore une fois, 2021, les investisseurs ont acheté les cryptos en moyenne à 47 500 dollars. Ça vaut 20 000, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre 27 500 dollars. Parce qu'en moyenne, les gens ont acheté à ce niveau. Donc les gens sont en train, tous ceux qui ont acheté en 2021, donc en moyenne, hein, sont en train de perdre de l'argent. D'ailleurs, ici c'est décembre 2020, d'accord? Là on a 2021, et là on est là, on est en 2022. Donc 2021, ça s'arrête là, vous voyez? Et donc, on est bien d'accord que tous ceux qui ont acheté par là, en moyenne, ben, ici, sont en train de perdre de l'argent. Ils sont en train de perdre de l'argent. Donc, malheureusement, et on le sait très bien, hein, en 2021, ça a été juste... c'était la folie, quoi. C'était la folie. Et aujourd'hui, c'est le retour à la réalité. Donc, soyez super prudents, les amis. Moi, pour moi, encore une fois, mon raisonnement ne change pas. Et il ne change pas depuis pas mal de temps, hein, mais là, voilà, je ne suis pas en mode buy the dip pour le moment. D'ailleurs, je ne le serai pas pendant pas mal de temps, tant qu'on n'aura pas des signaux positifs, quitte à rater une grosse partie du mouvement, je m'en fiche. Mais voilà, le truc, s'il y a clairement une dynamique négative, la baisse ne va pas s'arrêter, quoi. Parce que vous voyez, ça, c'est le Nasdaq. Et le Nasdaq, bon, on a encore une petite marge de manœuvre. 256, ça, c'est la moyenne mobile. Et clairement, en dessous de cette moyenne mobile, voilà, là, on est dans une correction majeure. Et là, on rentre dans un scénario à la Jérémy Grantham qui nous parle de mère de toutes les bulles. Et c'est vrai que quand moi, j'étudie froidement le graphe, vous voyez, ici, l'indicateur, pour la première fois depuis 2010, on casse ce niveau. C'est très, très grave. Vous voyez ici? Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros signal, hein, parce que à chaque fois, ça me donne les points bas. Vous voyez, les points bas, point bas, point bas, point bas, point bas. Donc, pour la première fois, on est en train de casser. Donc, le prochain support, ça va être cette grosse moyenne mobile. Si on casse, alors bien évidemment, on peut se poser dessus, rebondir un peu, parce qu'un crack ne va pas se faire comme ça, hein, il ne va pas se faire. Mais si on casse, on est dans un crack majeur sur les indices, et ça peut impacter bien évidemment les cryptos, et donc les cryptos vont continuer de baisser si les indices continuent de baisser. Donc il faudra être juste très vigilant. Et vous voyez les obligations, hein, c'est ça ce qui est terrible, ça c'est un graphique mensuel les amis, hein, et depuis 2009, on n'a jamais cassé, et c'est ça ce qui est incroyable, regardez, depuis 2009 là on est en 2010, là c'est 2009, hein, crise des subprimes, on n'a jamais cassé, ici on a frôlé, vous voyez c'est 2018, on a joué avec, mais là on explose la moyenne mobile, donc la première fois depuis 2009. Donc on voit bien que ça a commencé pas avec les obligations. Les cryptos, on est autour de la moyenne mobile mensuelle, long terme. Et ensuite, on a les indices avec le Nasdaq. Et là, ça va être, j'ai presque envie de dire le folklore, quoi, le festival, parce que tous les indices vont se casser la figure, quoi. C'est juste dingue ce qui est en train de se passer. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est chaud hein, ce qui se passe, mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la bourse. C'est une histoire qui se répète tout le temps. Tout le temps, on a les mêmes phénomènes, et c'est ça ce qui est incroyable. Beaucoup de gens me disent: «Ouais, mais Tammy, tu sais, l'analyse technique s'est dépassée, mais non, mais tu sais, on est au 21e siècle, et cetera». Et en fait, moi, j'adore cette phrase de Jesse Livermore: «Les marchés financiers ne changent jamais parce que la nature humaine est immuable». Et Jesse Livermore, il explique que la stratégie, Jesse Livermore, c'est l'un des plus grands traders du XXe siècle. Il explique que la stratégie ne change jamais, que ce soit sur le champ de bataille ou en bourse.
parce que les émotions restent les mêmes. Et on l'a vu avec, en fait, c'est ça ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois tu te dis: «Mais non, mais les gens ils vont pas refaire les mêmes conneries» et à chaque fois les gens refont les mêmes conneries et c'est ça ce qui est juste, délirant. C'est de se dire: «Mais comment et pourquoi les gens tombent à chaque fois dans le même piège?» Et ben, c'est très simple, la cupidité, l'envie de gagner de l'argent rapidement, la paresse, parce que les gens, ils font pas le job, ils font pas le job, ils veulent des formules miracles, ils veulent gagner de l'argent rapidement, ils pensent que l'argent rapide, l'argent facile, ça existe. Il y a des opportunités, d'accord, attention, il y a la possibilité de gagner de l'argent, mais il y a également ces pièges, et il y a également ces dangers et vous devez être de plus en plus vigilants, les amis. Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite.